Bonjour à tous. Hello everyone. Merci d'être ici à cette conférence de presse. Francis Dupont des Alouettes. Laissez-moi vous présenter nos invités aujourd'hui. Président et chef de la direction des Alouettes de Montréal, M. Mark Waitman. Directeur général des Alouettes de Montréal, M. Danny Maciocia. Head coach Montreal Alouettes, Jason Moss. Je vais inviter notre président Mark Waitman à dire quelques mots sur la dernière saison. À vous, M. Waitman. Merci, Francis. C'est très formel. Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis content de vous voir, même si c'est un peu plus tôt en novembre qu'on aurait souhaité. Je vais juste commencer de façon très générale à dire que même si le match de samedi ne nous a pas donné les résultats qu'on souhaitait, force est d'admettre qu'on a malgré tout eu une saison exceptionnelle. 12 victoires, une séquence de 13 victoires de suite, record de franchise avec 10 victoires sur la route de suite, un match de finale de l'Est à Montréal pour la première fois depuis 2012, et tout ça malgré la perte de plusieurs joueurs clés, et Phil Pott, Mustafa Johnson, Sean Lemon, plusieurs autres. Quand on regarde dans son ensemble, on est forcé d'admettre que ça a quand même été une belle saison, même si la fin n'a pas été ce qu'on souhaitait. Puis je suis surtout très, très fier de ce que Danny, Jason et leurs équipes ont fait tout au long de l'année. Ils ont continué à faire preuve de résilience, d'acharnement, à bâtir une culture gagnante, un esprit de famille et surtout une fierté d'être un membre des Alouettes. Comme Jason le dit avant chaque match, on est fiers de représenter Montréal, de représenter le Québec et de représenter l'Escadron 425. C'est ce qui nous différencie, c'est ce qui nous rend meilleurs. Comme je l'ai dit l'an dernier, une saison de football, ça se joue sur un cycle d'un an. Donc, à chaque année, on recommence et puis, au début de chaque saison, les équipes ont la chance de gagner un championnat. Mais sur le plan d'affaires, nous, on a un plan d'affaires de 3-5 ans qu'on a mis en place dès l'arrivée de M. Pelado et la nouvelle organisation, ou administration plutôt. Et puis, ça veut dire qu'après 2 ans, même pas 2 ans encore, 2 saisons, 20 mois, on est à peine à la fin du 2e quart. Mais on sait sur le plan d'affaires, notre plan, c'est de rebâtir notre base de partisans, remplir le stade, renouveler notre clientèle. Puis comme je vous dis, là, on est juste rendu à la fin du 2e quart. Mais on a avancé sur plusieurs fronts. Puis une des choses dont je suis le plus fier, c'est notre équipe administrative. Je parle ici des équipes de vente, marketing, communication, événementiel, les boutiques, l'administration. Elles continuent à évoluer, elles continuent à changer et surtout continuent à s'améliorer. Ils travaillent de longues heures, souvent 6-7 jours semaine, et ils se donnent autant que les joueurs sur le terrain. Ils travaillent dans l'ombre, donc je me permets de prendre ce moment à la lumière des caméras pour leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour l'équipe et bravo pour tous leurs accomplissements qui nous font rayonner. C'est un engouement majeur qu'on ressent dans toute la province présentement, alentour des Alouettes. L'ambiance au stade est incroyable. Le divertissement, ça passe par de nombreuses animations, les thématiques de match, les spectacles musicaux pour divertir nos partisans. C'est redevenu cool d'assister à un match des Alouettes au stade Percival Molson. Donc, permettez-moi de débuter le bilan statistique avec les codes d'écoute télé. On a fini la saison premier dans la Ligue en termes d'auditoire. L'an dernier, on était 3e. Cette année, on a fini premier, avec une moyenne au-delà de 660 000 par match. Si on regarde juste les matchs à Montréal, c'est une moyenne de 688, une augmentation de 26 % sur l'année passée. RDS, à eux seuls, une moyenne de 271 000 personnes à chaque match qui nous écoutent. Une augmentation de 37 %, ce qui est incroyable. La finale de l'Est, samedi dernier, ce fut la meilleure audience pour la finale de l'Est depuis 2017, avec 1,716 millions, au-dessus de 1,7 million
qui ont regardé le match entre les Alouettes et les Argos. Donc 440 à RDS. Encore une fois, des chiffres vraiment extraordinaires qu'on n'avait pas vus depuis plusieurs années. En termes de billets, notre assistance moyenne, 21 300. Une augmentation de 23 % sur l'année dernière. Et vous le saviez tous que l'année dernière, à presque pareille date, j'avais des beaux chiffres à vous annoncer en termes d'augmentation pour le rendement de la vente de billets. On continue à bâtir là-dessus. 5 matchs à guichet fermé, dont les 4 derniers, si on inclut le match éliminatoire. Une augmentation de 26 % des abonnements, 65 % des billets unitaires. Et on est premier dans la Ligue en termes de vente de groupe, avec une augmentation de 68 %, mais on est premier en chiffre absolu, en termes de moyenne de vente de groupe. Quand on pense au gros stade que dans l'Ouest, puis le travail qui se fait ailleurs, c'est vraiment exceptionnel, puis je tiens à le souligner parce que notre équipe de vente a fait un travail exceptionnel. Un taux d'occupation de 100 % des loges corporatives, tellement qu'on a dû créer des nouveaux espaces d'hospitalité, même pendant la saison, pour répondre à la demande, dont d'autres sont prévus pour l'année prochaine, et on a déjà une liste d'attente. Au total, 45 % d'augmentation dans nos revenus de billets. Puis après 4 semaines, depuis le lancement de notre campagne pour 2025, on est déjà en avance sur l'an dernier et déjà 500 nouveaux abonnements vendus pour la saison prochaine. Et encore d'autres bonnes nouvelles à venir parce que vous le saviez peut-être pas, mais la façon que ça fonctionne avec notre campagne d'abonnement, c'est un tarif hâtif, donc ils ont jusqu'à la date de la Coupe Grey, donc dimanche le 17, pour économiser jusqu'à 30 % sur leurs billets pour l'an prochain. Donc on s'attend à plusieurs confirmations dans les prochains jours. Au niveau des commandites, on a une augmentation des revenus de partenariat de 27 % avec 27 nouveaux partenaires. Parmi ceux-ci, on compte Red Tag, Couche-Tard, Boostan, Mondou, Coca-Cola, Motorola, mais surtout une augmentation de 63 % de nos ententes de multi-années. Et ça, je le précise parce que ça en dit long sur la confiance que nos partenaires ont en nous, en l'équipe, à long terme. Faire des ententes à long terme avec les Alouettes, depuis quelques années, c'était pas aussi habituel, admettons. Donc, c'est un très bon signe de voir une telle augmentation sur des ententes à long terme. Et en plus, nos partenaires nous aident à améliorer l'expérience à stade, par exemple avec la scène de l'Auto-Québec, qui présente nos spectacles à la mi-temps et en avant-match, faire rayonner la marque partout au Québec avec des promotions, par exemple, dans les couche-tard. Il y a plus de 600 couche-tard à travers le Québec qui activent notre marque et qui nous aident à partager cette bonne nouvelle-là et de parler des Alouettes partout en province. Les produits dérivés continuent à être un grand succès. C'est pas juste important de parler des chiffres, mais quand on y pense, quelqu'un qui va porter une casquette ou un chandail ou un jacket avec le logo des Alouettes, ça veut dire qu'il est fier de s'associer à cette marque-là. Fait qu'au-delà de juste la vente, c'est un signe très important en termes de la santé de notre marque. Mais oui, il faut parler des chiffres, une augmentation de 67 % sur l'an dernier. Vous vous souviendrez que l'année passée, on a quand même eu une belle année. Et une augmentation de 113 % sur nos ventes en ligne, entre autres. Donc, bravo aussi à l'équipe d'avoir fait un travail exceptionnel cette année. Puis l'expérience match, il ne faut pas l'oublier. Je vous ai dit, de façon très macro, notre plan d'affaires, notre stratégie, c'est 3 choses. C'est de gagner des matchs, c'est d'offrir la meilleure expérience au stade, puis d'être impliqué dans la communauté. Bien, la deuxième chose, c'est justement ça, c'est l'expérience au stade, dans laquelle on a mis beaucoup d'efforts encore cette année, avec des spectacles de mi-temps à tous les matchs, avec plusieurs concerts, avec les spectacles d'avant-match pour attirer le monde plus tôt au stade, dans le Beer Garden. C'est de plus en plus populaire. On voit les gens qui arrivent de plus en plus tôt au match. On a vu aussi les tailgates, surtout les fins de semaine, les tailgates qu'on organise dans le parc. Il y avait 3-4 000 personnes au tailgate en fin de semaine pour le match de samedi, ce qui est vraiment incroyable. Puis on va continuer aussi, on va continuer à
à donner une cure de rajeunissement au stade. On a, entre autres, on a un peu retapé le stade en termes de nettoyer, le branding, pour que ça soit beau, accueillant, mais aussi rajouter plusieurs sections, un peu comme tantôt quand je parlais de sections d'hospitalité, le club terrain mis au jeu, les lofts, la loge terrain, ça fait partie de l'offre qu'on veut présenter au stade et pour attirer notre clientèle. Et le dernier point, bien, communautaire, il ne faut pas l'oublier parce que c'est un de nos piliers d'organisation, comme je viens de le dire, le troisième point. Notre programme Ensemble à l'école qu'on a ramené l'année passée, plus de 20 000 élèves ont été visités. On compte doubler le nombre de visites encore cette année à 32, avec une nouvelle thématique. On s'est investi dans le football amateur, particulièrement dans le flag football. On a eu un événement cette année qui a été un événement extraordinaire pour plusieurs raisons. C'était une journée, une clinique de flag football, où est-ce que tous nos joueurs ont participé à la journée. Donc, c'était magnifique juste sur ce point-là. Plus de 320 jeunes qui se sont inscrits et 65 des inscriptions, c'était des filles. Donc, une belle participation, une belle journée, beaucoup de talent sur le terrain. Et ça fait partie de nos stratégies à moyen et à long terme de s'investir davantage dans le flag football qui est l'avenir du football amateur. Puis surtout des milliers de connexions avec nos fans. Jay's talked all year about making connections, whether it's in the locker room, in the organization. We have spent the last 8, 9, 10, 12 months connecting with our fans everywhere throughout the city, throughout the province. On est allé partout, comme vous le savez, avec la Coupe l'année dernière, mais on a fait plus de 250 activités et visites durant l'année. On est allé à Chicoutimi pour un match de hockey, puis à Trois-Rivières, des visites des hôpitaux, des écoles, des centres de jeunesse, le club des petits déjeuners. On a inauguré une clinique de danse avec notre équipe de danse, qui était une autre nouveauté cette année, avec 150 jeunes sur le terrain, il y a quelques semaines à la mi-temps. Notre visite à Ganawagi, encore une fois cette année. Tout ça nous a permis de créer des connexions avec nos partisans, avec la communauté à Montréal, mais partout en province. Et très honnêtement, quand on regarde les codes d'écoute, quand on regarde l'engouement qu'on ressent un peu partout en province pour l'organisation, ça fait partie d'un tout. Et c'est pour ça que ces activités-là sont tellement importantes pour nous et qui vont continuer. Donc, en résumé, mais voilà, c'est des chiffres quand même très impressionnants. On est très fiers du travail accompli, mais il en reste beaucoup à faire. Il faut continuer. On a un bon momentum. L'engouement qu'on ressent au stade, l'ambiance au stade qui est extraordinaire. Mais il faut continuer à l'améliorer. Il faut améliorer l'accessibilité au stade, améliorer l'expérience client avec le nombre de points de vente, avec la rapidité du service. Ça fait partie des choses qu'on compte améliorer pour 2025 et continuer à s'impliquer dans nos programmes communautaires puis de se rapprocher de nos partisans. Comme je vous ai dit, c'est juste la fin du deuxième quart. La game n'est pas finie. Merci. Merci beaucoup, Marc. Je vais maintenant demander à Danny Maciocia, notre directeur général, de dire quelques mots sur la dernière saison. Dan. Merci, Francis. Moi, je suis moins organisé puis structuré que notre président, Mark Waitman. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que je ressens. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui sont déçus du match. Un de nos objectifs au tout début de l'année, c'était de gagner la division. Ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas réalisé cet objectif. Alors, c'était une chose qu'on avait parlé avec Jay pendant la saison morte puis pendant le camp d'entraînement, de vivre cette expérience d'avant qu'est-ce que je considère les meilleurs partisans dans la Ligue canadienne. Je peux vous dire que quand tu joues dans ce stade avec 23 000 partisans, c'est un feeling incroyable. Quand on parle d'environnement hostile, c'est tout à fait un environnement hostile envers l'équipe, envers les visiteurs. Alors, ça, c'est un objectif que je pense qu'on a réalisé. Où on est déçu, nous sommes déçus, c'est qu'on n'était pas capable d'aller chercher cette victoire. Puis d'être sur un avion hier pour Vancouver. Je regarde la réaction du monde au bureau. Je regarde aussi la réaction
des gens dans la rue que je m'arrête pour aller acheter un café ou quoi que ce soit, je ressens la même déception. Ça, par contre, ça me parle beaucoup. Je m'explique. Parce que ça fait 2 ans que probablement il y avait des gens qui ne savaient pas que on avait les Alouettes avaient une opportunité de jouer un match de championnat chez eux, puis d'aller chercher une finale de division avant d'aller à la Coupe Grey. Puis ça faisait des années qu'ils n'ont pas vécu cette expérience-là. Puis le fait que là, ils sont conscients, puis ils sont déçus de ce match qu'on a joué, ça m'inspire dans le sens que je pense que les gens réalisent jusqu'à quel point on a fait du bon travail, puis on s'en va dans une bonne direction, puis il y a un attachement à cette équipe-là. C'est tout à fait ce qu'on voulait faire, Jay et moi, quand on s'est associé, ça fait 2 ans, quand il a accepté le poste d'entraîneur en chef. C'est sûr qu'on a du travail devant nous. Je pense qu'on a un bon noyau qu'on peut continuer de garder en place, puis on va l'attacher avec d'autres effectifs. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des décisions qui s'en viennent dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois concernant plusieurs joueurs, plusieurs postes qui sont disponibles sur le roster pour la compétition, le roster de 2025. Puis il faut l'attacher avec le plafond salarial. Alors il y a des décisions qui vont être très importantes qu'on doit prendre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On a personal note, clearly, no one's happy with the result of the last game that was just played. But when I take a look at just the people that are disappointed, not only in the building, but even the people that I bump into out there, and when I'm picking up a coffee or whatever the case may be, it just tells me how much this team resonates with a lot of Montrealers and Quebecers in particular. So we brought the pride back. I think the expectations are high. This is extremely important for us three here, that the expectations remain high. And obviously the ultimate goal every single year is to win the Grey Cup. Anything less is obviously a disappointment. Now, there were many factors that played in to this so-called disappointment that just took place. Clearly, we're going to be hard at work. We're going to try to fix a few things. There's a lot of work to be done here in the next few weeks and a few months, but there's no shortage of willingness or desire to get 2 games better next year. We're 72 hours removed, so I'm pretty much going to lay the groundwork right now because I can pretty much anticipate some of the questions. I'm meeting 75 players with Coach Moss. We're giving them 10, 15 minutes each. So we want to make sure that we get these exit meetings done. We had an opportunity to meet with our medical staff. We haven't gotten into any details regarding personnel moving forward. Like I said, we're only 72 hours removed, but we're not oblivious to the fact that these are questions that are going to come up that we need to address here in the next little while. But we obviously want to talk intelligently when we do have an opportunity to sit down and discuss them thoroughly. So, so that's where we're at, and I'll turn it back to you, Francis. Merci beaucoup, Danny. On va procéder à la période de questions. Just before the question, at the end, Jason, Danny, and Mark will be available for interviews. On demande aux médias d'identifier leurs médias. Please raise your hand and wait for the mic before question. Go ahead, please. Danny, if you're not drinking that water, could I have it? I know that Davis Alexander is a potential free agent. Do you think there is a way that you can have both him and Fajardo back on this team? Fajardo, of course, is under contract. Do you think you can do that without having Cody restructure his contract? Well, I mean, you can't have 2 starting quarterbacks making starters money. Okay? You can't. You cannot. Yes. Okay. Correct. I mean, I'm not sharing anything that you guys don't know, right? So there's going to be, that's part of the dialogue that I got to have here in the next little while with Jason. We're going to sit down and we're going to discuss it
in detail. Is that a discussion that takes place over the course of, I don't know, over 20 minutes or a day? No, it's going to be a little bit more intense, a little bit more detailed before we make any decisions that need to be rendered. Now, can we potentially have them both on our roster for 2025? Yeah, there is an opportunity. There is an opportunity. How? Well, I'm not there just yet, but that's where there's some thought that has to go into this whole process. And if that opportunity presents itself, we will do so. If it doesn't, then we'll sit down and the decision that's going to be rendered is what's best for the Montreal Alouettes moving forward. What would constitute that decision not having a Well, it's going to be obviously salary driven. Okay, I mean, like I said, there's only so much money that you can pay your starting quarterback. You can't pay starting quarterback money to two quarterbacks. That's impossible because it's going to take a significant hit elsewhere at different positions. Jason, I don't mean to hop this, but Jason, when Cody was coming back or when he had his hamstring injury, you, of course, justifiably said that when he recovered, he was the starting quarterback. Do you feel today, as we sit here, as of this moment, is he your starting quarterback going into 2025? Well, again, I think Danny answered that pretty well in that there's a discussion to be made. Cody is under contract for next year. Davis is not right now. So as of it speaks, we're not playing right now. We're not playing tomorrow. We're not playing until May. So I would like to say that that's going to be reviewed and talked about for the next while, because it's a big decision to make for this organization. So that's how I'll answer it. Do you feel comfortable going ahead with Cody as your starter? I've had Cody for 5 years, I believe now, and he's won a Grey Cup for this organization with me coaching it. I absolutely feel very comfortable with Cody leading any organization, so and our organization going forward, if that's the course of action we take. And just finally, now, Danny, where do you think this team needs to improve? Well, I mean, I think there's a solid foundation in place. Let's not lose sight of the fact that we were at 12-5-1 and we finished first in the East. I just think, I really believe, the loss of certain players really hurt us, in particular, what I deem to be game changers like Phil Pott, Mustafa Johnson. Not going to lie to you, the Sean Fleming thing, the whole suspension threw us a little bit of a nasty curve that we had to deal with throughout the course of the season. Losing Stubblefield week 1, not getting Snead back until late into the season, losing him week 1. So, if we can figure, I don't know how you figure that piece out, but if we can get a little bit luckier on that front, on the injury front, and we can have a little bit more stability and some continuity, I think we're going to be okay. But I think we got some pretty good football players here. Now, a lot of the heavy lifting was done last year with free agency and some of the players that we've extended. There's some heavy lifting to be done here in the next few weeks, but not as detailed or not as much as it was last year. So if we can keep our core, our foundation in place and do a good job scouting and do a good job with the draft, we should be in the thick of it again next year. Kevin Dupont. Ensuite, ça va être Éric Leblanc. Okay. Oui. On a parlé un peu en anglais, maintenant peut-être en français, la situation de ton carrière partant pour la saison prochaine avec Cody et Davis Alexander. Comment tu vas manager ça dans les prochains mois? Oui, comme je disais, on est 72 heures après le match qu'on vient juste de jouer. C'est sûr que je vais m'asseoir avec Jason, puis on va regarder ça. On va passer probablement quelques jours. On va s'asseoir aussi avec des coachs de position, puis on va voir, on va leur demander leur avis là-dessus, comment eux, ils voient la position de carrière, puis les deux noms que tu viens juste de mentionner. Puis on va prendre la décision qui est meilleure pour l'organisation. C'est sûr que ces deux carrières partants, nous sommes chanceux. Ça faisait, je ne sais pas combien de temps, la dernière fois que les Alouettes avaient deux carrières partants. Alors là, c'est de prendre la décision qui est meilleure pour l'organisation. S'il y a une façon de les garder les deux, mais on va le faire. Si par contre, cette option n'est pas disponible pour plusieurs raisons, mais là, il y a un choix à faire, puis on va prendre le choix qui est meilleur, je répète, pour l'organisation.
Éric Leblanc, suivi de Nicolas Richard et de Philippe Asselin. Bien, je ne te cacherai pas que c'est sûr que ça a un impact. C'est un jeune qui vient juste d'avoir 26 ans, je pense, fin octobre. Alors, il y a 7 ans d'écart, plus jeune, moins magané. Puis, il ne faut pas oublier non plus que c'est un joueur qu'on a identifié, nous, ça fait 4 ans, quand il était à Portland State, on l'a mis sur notre liste de négociations. On a investi 3 ans en lui. On est conscient qu'il y avait 5 matchs comme départ avec nous, puis il y a une fiche de 5-0. Alors, on réalise que c'est un bon potentiel, puis il se trouve dans notre cours. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'on a un carrière avec Cody qui a beaucoup d'expérience, qui savent comment gagner des matchs. Il était le joueur le plus utile aussi dans la Coupe Grey l'année passée. Alors, c'est tous des facteurs qu'il faut prendre en considération. Puis, comme j'ai dit, ça va être un processus assez intéressant les prochains jours puis les prochaines semaines. Mais je pense qu'à place de prendre une décision basée sur peut-être beaucoup d'émotions ou peut-être qu'est-ce que le monde aimerait que tu prennes comme décision, on veut prendre le temps requis pour prendre une décision qui est bien réfléchie. Nicolas Richard. Encore salut Danny, sur Davis. Tu savais que le potentiel était là, évidemment, il n'est pas dans l'équipe pour rien. Est-ce que c'est vraiment dans le 4 matchs consécutifs qu'il a gagné que tu t'es dit, il y a peut-être un enjeu dans l'off-season, ou c'est au fur et à mesure de la saison que tu veux peut-être Cody un peu régresser avec la fin de saison qu'il a connue? Puis de prendre en considération... Exact. Est-ce que ça s'est fait dans le 4 matchs de les surpris un peu de comment il est sorti, puis dans le 4 matchs qu'il a gagné? Écoute, moi, je te dirais, puis Jason n'était pas ici, ça fait 3 ans, un match en concours qu'il a joué. Je savais qu'on avait, ou la Ligue avait, un carrière partant entre leurs mains. Ce match en concours que je l'ai regardé, si on se rappelle bien, ça fait 3 ans, puis même ça fait 2 ans, les matchs en concours qu'il a joué, il y a 2 matchs là-dedans, qu'il est rentré dans le 4e, au 3e, au 4e quart, puis c'était une dernière série qui nous a amené à la victoire. Alors, quand je parle d'un gars comme Davis Alexander, puis je fais référence au fait que c'est un gamer, c'est tout à fait ça, un gamer. Parce que ça se voyait au tout début. Ça se voyait quand il jouait à Portland State. Ça se voyait quand il a mis pied ici, puis il était au camp d'entraînement. Les matchs en concours. Est-ce que j'étais surpris du fait qu'il était, quand il a eu la chance d'être partant, puis il était capable d'en profiter, puis de livrer la marchandise? Pas du tout. Mais le Davis Alexander que nous, on connaît, c'est pas seulement qu'est-ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'est-ce qu'on voit dans le vestiaire aussi. C'est quelqu'un qui adore compétitionner. C'est un gamer. Philippe Asselin, suivi de Pablo et Renaud Bourbonnais. Jason, yesterday, Cody told us that you don't want to be in competition for the role of starter. As a coach and as an ex-athlete, how do you react to that? Well, I didn't hear him say that, but if that's what you're saying, he said. I mean, I think what he's referring to is he's a starting quarterback in this league, and I think he's been that for a number of years. And I think he wants to lead an organization, not be questioned. And I think he's fully capable of that and understand that. But obviously competition comes with everything. And when we talk about the mindset of a quarterback coming into camp every year, even though the starter who's anointed, they usually feel like they're not given the job, and they always play like that. So I know what he was probably referring to. If it's competition, I know he's not afraid of it. So I think every job or every starting quarterback in the league, you always need competition to make you better. But I do understand where he's coming from. Whether that's always afforded to you or not, you know, that remains to be seen. So, but I know Cody will be ready regardless to lead an organization. If I can just add to that, because I agree, Cody never said that he had a problem competing. Cody's the ultimate competitor, I think, and correct me if I'm mistaken, because I read up on it a little bit this morning, was he was trying to envision how 2 starting quarterbacks can work
within the same organization. Okay? So there's no question Cody's a competitor. He loves competing, no different than Davis Alexander. Now, can two work? In my opinion, it can, because I'm quite fortunate to have won a Grey Cup in 03 and 05 with two. And one's to my left, and the other one's in the Hall of Fame. So it could be done. Pablo Herrera. So, yeah, Jason, and something to add to that is he said also that having two incredibly talented quarterbacks in the same team can divide coaches, people in the locker room, and even fans. First of all, do you believe in that perspective, and would you be able to, have you ever felt that division in your locker room this year? Well, there's no division in our locker room, I can assure you that. Talking to our 75 players for the last 2 days, there not one time did division come up. I understand the dynamics of it. I understand when there's a younger quarterback in the room that's itching to be a starter and a guy that's been there for a while that's won a lot of games and is the starter. I understand the competition aspect, the years apart in age, the dynamics with your locker room, your teammates and all that stuff. But it takes a strong locker room to stay together, and that's what we have. We have guys that will support each other and play for each other regardless of who's starting or who's playing. That's what the expectation would be if both of them would be back, and I think they both handle it extremely well. They both are very supportive and competitive at the same breath, and you can do that. I can't speak for fans. I can't speak for anybody outside this building who wants to see one or the other play. I do know this, whoever is in, they played up to their ability. There usually isn't any questions. It's always when something's not going right, when you decide to go to the next. And that's always going to be whether you have a starter that's playing well for a stretch of games and then all of a sudden starts to not play so well. The most popular person on any team is always the backup, or the next guy. So as a team, though, it takes a very strong team to stick together, and that's what we have in our locker room. So I would never see that as a negative to have two qualified starting quarterbacks in the roster at the same time. Renaud Bourbonnais, Didier Méjus, Frédéric Daigle. Je pense que comme Ligue, on se doit de continuer à bâtir la marque, à faire rayonner pas juste les joueurs, mais les matchs, l'ensemble des produits, si on veut, de la Ligue. On sait aussi que dans quelques années vient à échéance l'entente des droits de diffusion, qui va être un gros dossier. Je pense que c'est vraiment ça. C'est sur les dernières années, la Ligue a dû composer avec une crise après l'autre. Que ce soit la situation à Vancouver avec le propriétaire il y a quelques années, ou Montréal ici, la pandémie. Présentement, la Ligue, si on regarde l'ensemble des propriétaires ou des groupes d'actionnariat, ça n'a jamais été aussi solide. C'est pas juste que c'est des gens qui ont les moyens, mais c'est des gens qui ont les compétences et qui connaissent la business. Et ça, c'est vraiment de bon augure. Et là, maintenant, c'est que l'ensemble des équipes et la Ligue puissent travailler ensemble pour un peu rehausser l'ensemble de l'œuvre. C'est peut-être un peu cliché ce que je dis là, mais vraiment, c'est ça, pour améliorer le produit, puis bien le présenter à nos partisans, mais on est en 2024. Les choses évoluent, les choses changent, puis je pense qu'on veut continuer à évoluer avec l'ensemble des autres ligues majeures en Amérique du Nord. Didier Méjus, suivi de Frédéric Daigle, et on va terminer avec Geneviève Tardif. Nos intervenants vont être disponibles pour des entrevues. Nous sommes déjà rendus à une cinquantaine de joueurs que j'ai rencontrés. Il me reste une autre vingtaine.
comme ancien joueur, Didier, tu devrais connaître ça même mieux que moi. Il n'y a pas un joueur qui vient me voir qui ne pense pas que c'est un partant. Ils sont tous des partants. Et tous, c'est du monde qui aimerait avoir une opportunité de vivre tout ça. Puis, dans son cas, comme peut-être d'autres à d'autres positions, il y a un argument légitime déjà fait dans son cas. Quand tu regardes les résultats des dernières fois qu'il a mis pied sur le terrain, puis comment il a livré pour cette organisation, alors c'est sûr qu'il se voit comme partant. Mais probablement, comme j'ai dit, c'est un compétiteur, c'est un gamer, puis je pense qu'il l'a dit à quelqu'un dans les médias qu'il pensait qu'il pouvait être même un partant. Ça fait au moins 1 an qu'il pense comme un partant, qui peut contribuer au succès d'une équipe dans la Ligue canadienne. En dehors des carrières, c'est quoi tes priorités durant la saison? Parce que bon, sur les tranchées en particulier, du côté de la ligne défensive, chasseur de cartes, tu as parlé de l'absence de Sean Lennon, également la ligne en attaque. Est-ce que ça fait partie de tes priorités? C'est quoi tes priorités en termes de la formation? Oui, la plupart des joueurs sur la ligne à l'attaque sont sous contrat. Aussi, au poste de receveur, il y a Julian Grant, qui c'est un joueur d'autonome. Les porteurs, on a 2 qui sont des joueurs d'autonome. On a déjà parlé du poste de carrière. Ligne défensive, c'est sûr qu'on aimerait avoir quelqu'un qui peut nous aider de se rendre au carrière. Au poste de secondaire, on ne devrait pas avoir des problèmes là-dessus parce que la plupart, je devrais dire presque tout le monde est sous contrat. Puis on a quelques cas comme demi-défensif qu'il faut régler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais comme j'ai dit, la plupart, notre noyau, je pense qu'on l'a adressé l'année passée. Alors, il y en a la plupart qui sont en train de jouer leur 2e année de contrat, mais il en reste encore quelques effectifs de mettre sous contrat. Mais moi, ça ne m'intéresse pas le poste de DG Edmonton. OK. Mais est-ce que les équipes pourraient peut-être venir ici? Parce que moi, je suis une équipe de Canadiens, je regarde ce que les Alouettes font 3-4 ans. J'aurais un intérêt à aller chercher certains des membres de ton équipe de visiteurs. C'est quoi la situation contractuelle de ces gens-là? Et puis, est-ce que toi, tu anticipes qu'ils vont être en demande en raison des succès que vous avez? Bien, ces gens-là leurs contrats sont, ils sont en train de terminer les derniers mois de leur contrat. Ils sont en échéance à la fin de l'année. Alors, c'est sûr qu'on aimerait garder tout le monde si c'est possible. Mais nous sommes aussi conscients que quand une organisation commence à avoir du succès, on parle du poste de DG, c'est sûr qu'ils vont regarder dans les organisations qui ont eu du succès, puis ils vont les passer en entrevue. Puis, au moment que tu passes en entrevue, bien là, tout est possible. Mais on peut faire même le même argument au poste d'entraîneur en chef à Edmonton. Ou peut-être il peut en avoir un autre ailleurs. C'est sûr qu'on a des assistants coachs ici, des coordinateurs, que ce soit en défense, des unités spéciales ou ailleurs, qu'ils vont avoir des opportunités d'occuper ces postes-là. Mais nous, comme organisation, je peux te dire, dans mon cas, chaque année, puis incluant cette année, on a des listes des coachs que probablement on va considérer si jamais ces postes-là ailleurs sont occupés par le personnel qui sont en place ici. Alors, il faut toujours être dans un mode d'être proactif que réactif. Frédéric Daigle. Merci beaucoup. Presse canadienne. Je comprends peut-être que tu ne veux pas parler explicitement de la situation de Davis Alexander, mais comment tu peux faire comme DG pour convaincre un corps arrière numéro 2 que vous voyez peut-être comme le corps d'avenir de l'équipe à moyen terme de demeurer dans une organisation? C'est juste une question d'argent? Comment ça peut fonctionner, cette dynamique-là? Donc, c'est pas une...
c'est sûr qu'avec Davis, puis même avec Cody, quand on parle des exit meetings, là, des réunions qu'on a eues, avec certaines, c'est une affaire de 10-15 minutes en sachant qu'il va y avoir un genre une autre réunion plus tard. Mais dans leur cas, c'est sûr qu'on va prendre un petit peu plus de temps. Alors pour moi, la chose qui est très importante dans ce dossier-là de Davis, c'est comment lui se sent. Comment lui se sent. Comment il voit tout ça les prochaines semaines, les prochains mois. Comment il peut envisager 2025 dans son cas. Qu'est-ce que sa famille pense de la situation qui peut se présenter? Est-ce qu'il va être appuyé ici à Montréal avec les membres de sa famille? Alors, on rentre dans plusieurs détails. Puis, question talent, question argent, ça se règle tout seul. All right? La plupart des fois. Mais j'aimerais avoir une portrait un petit peu plus grande, dans son cas, de bien comprendre comment lui voit, pas seulement 2025, mais les prochaines années. Parce que ça, c'est un jeune que, d'après moi, il va jouer le poste de carrière pendant 8, 10, 12 ans. En fait, si tout va bien, puis il reste en santé. Mais comment lui, il voit ça dans les prochaines années? Puis c'est là où on s'assoit, puis on en parle en détail. Tu en as parlé un peu plus tôt, au poste de mis à l'attaque, là, vous avez deux joueurs qui vont être sur le marché des joueurs autonomes. Fletcher était le partant pour une première année. Peux-tu nous donner un peu ton appréciation de sa saison? Est-ce que vous attendiez à plus ou il a répondu à toutes vos attentes dans ce côté-là? Puis est-ce que c'est votre cible numéro 1 pour être votre demi numéro 1 l'an prochain? Bien, encore, je ne peux pas parler pour Jason, mais je sais que Jason l'apprécie beaucoup, Fletcher, puis il apprécie beaucoup Sean Thomas Erlington. Alors, quand tu regardes les dernières semaines du calendrier, le match contre Toronto, quand on a joué contre, puis je vais reculer même un petit peu plus, contre Winnipeg, contre un front dominant, bien, on a eu du succès au sol, puis on a eu du succès en lançant le ballon à ces deux joueurs-là. On regarde le dernier match, on a eu presque le même résultat. Alors, je pense que ces deux joueurs qu'on devrait considérer fortement de ramener, puis ces deux joueurs qui comprennent le système. Alors, ils s'en viennent au camp, ils savent exactement à quoi s'attendre, puis il y a un petit peu de continuité dans tout ça. Alors, mais ça va se régler probablement un petit peu plus tard pendant la période des joueurs autonomes ou, j'espère, quelques semaines avant. Alors, il y a plusieurs dossiers à régler. C'est sûr que là, dans les prochains jours, on va s'asseoir comme staff puis on va en parler de c'est quoi ces dossiers-là, puis c'est lesquels qu'on attaque en premier. On va prendre une dernière question. Geneviève Tardif, last question. Oui, parlant de Champlain, vous avez dit que sa suspension avait eu un impact cette année. Est-ce qu'elle est toujours suspension d'une durée indéterminée ou on a plus d'informations par rapport à ce dossier? C'est toujours indéterminé, puis on n'a pas plus d'informations. Zéro. Alors, merci beaucoup. Merci, Mark. Thank you, Danny. Thank you, Jason. Merci à tous de vous être déplacés. Stay tuned on our website for any updates on the Montreal Alouettes. Merci à tous. Merci. Merci à tout le monde. Merci.